Donc, Annick, vous êtes une spécialiste de l'odorat, des odeurs et du parfum, sur lesquels vous travaillez depuis de longues années, et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont Les pouvoirs de l'odeur, L'odorat, un sens en devenir, Le parfum des origines à nos jours, Sur les routes de l'encens, Quand le parfum portait remède, L'osmotexie, le parfum m'était compté, et votre plus récent ouvrage est intitulé Le parfum et la voix, une rencontre inattendue, aux éditions Odile Jacob en 2022. Annick, vous êtes aussi commissaire scientifique de nombreuses expositions sur le parfum, la dernière intitulée Parfum d'histoire du soin au remède, et vous êtes membre du comité scientifique, ce qui est un grand honneur pour nous, et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour écouter votre présentation sur la fine frontière entre pharmacie et parfumerie, matières naturelles, minérales, animales et insolites. Merci Isabelle. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Je remercie Thomas Fontaine, Isabelle Chazot et les autres organisateurs de ce colloque, ainsi que la faculté de pharmacie d'avoir organisé ce colloque, et je le remercie de m'y avoir invité. Alors je vais vous parler en effet des liens très puissants qui existent entre la pharmacie et la parfumerie. Je vais essayer de me débrouiller avec ces petits appareils. Oui. Alors, en demandant aux Athéniens de combattre l'épidémie qui s'abattait sur leur ville avec des parfums qu'ils faisaient brûler sur des feux de bois odorants, Hippocrate, le grand médecin grec Hippocrate, illustre au 5e siècle avant Jésus-Christ la rencontre de la parfumerie et de la pharmacie. Pendant des siècles, ces deux disciplines vont faire appel aux substances aromatiques, végétales, en renforçant leur pouvoir avec des matières minérales, animales, voire même humaines. L'essentiel pour un médicament, comme pour un parfum, c'est de dégager une odeur. Ce qui ne sent pas ne peut pas soigner, ne peut pas protéger. Et comme le rappelait un des médecins de Louis XIV, l'abbé Rousseau, dans son ouvrage « Préservatifs et remèdes universels tirés des animaux, des végétaux et minéraux », toute la vertu du médicament ne consiste que dans la communication d'un certain parfum. La séparation officielle de la pharmacie et de la parfumerie est due à Napoléon par un décret du 18 août 1810. Il demande à tout parfumeur qui met sur le marché un parfum ayant des vertus soi-disant thérapeutiques, il demande à ce que ce parfumeur montre sa formule à une commission appelée Commission des remèdes secrets. Et beaucoup de parfumeurs, de peur que leur formule soit par la suite copiée, préféreront ne plus indiquer que leur parfum a des vertus thérapeutiques. Alors il y en a un quand même qui va soumettre sa formule à la commission des remèdes secrets. C'est le fameux Jean-Marie Farina, parce que Napoléon était son client, et donc son eau de Cologne était extrêmement utilisé par Napoléon, et il était protégé par Napoléon, donc il n'avait pas peur d'être copié. Il était installé rue Saint-Honoré, et il fournissait donc Napoléon en eau de Cologne. Napoléon faisait un très grand usage d'eau de Cologne. Vous voyez la publicité de l'eau de Cologne de Jean-Marie Farina. L'eau de Cologne était à cette époque considérée comme une panacée.
censée soigner un très grand nombre de maux. On la buvait. Napoléon même trempait des morceaux de sucre dans son eau de Cologne. Et sur les champs de bataille, il emportait, vous voyez, il a eu c'est une annonce indiquant que la commission des remèdes secrets a reconnu les propriétés thérapeutiques de l'eau de Cologne de Jean-Marie Farina. Et sur les champs de bataille, il mettait dans ses bottes ces rouleaux, ces flacons en forme de rouleau que lui avait préparé Jean-Marie Farina. Il les sortait de ses bottes et buvait cette eau de Cologne pour se soutenir, pour soutenir son corps et essayer de ne pas attraper de maladies. Alors, le décret impérial n'entraîne pas cependant la disparition absolue des pratiques anciennes. L'idée de la vertu thérapeutique des parfums reste très ancrée dans l'esprit du public. Mais les parfumeurs ne vont plus oser décrire par le menu toutes les qualités thérapeutiques de leurs produits. Ils se limiteront à des mentions plus discrètes. C'est ainsi qu'en 1830, Pierre-François Pascal Guerlain, le fondateur de la maison Guerlain, c'est ainsi qu'il indique dans la publicité pour son eau de Cologne impériale, écoutez bien, elle est recommandée par tous les hommes de l'art et toutes les classes de la société l'ont adoptée, soit comme l'eau de toilette la plus agréable, soit comme agent thérapeutique des plus utiles dans un grand nombre de cas qui intéressent la santé. Cette eau va effectivement conquérir Eugénie, l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III, qui l'utilise pour soulager ses migraines. Et Guerlain deviendra le fournisseur officiel de l'impératrice. Dans la seconde partie du XIXe siècle, il y a un changement très important qui va intervenir et qui va achever de séparer la parfumerie de la pharmacie. C'est l'arrivée des molécules de synthèse. Parce que l'arrivée des molécules de synthèse vont distendre les liens de la parfumerie et de la pharmacie avec la nature. Les parfumeurs vont faire de plus en plus appel aux molécules de synthèse et les parfums vont perdre progressivement et durablement les fonctions thérapeutiques qui, pendant des siècles, avaient largement contribué à leur gloire. Ce lien, en effet, entre parfumerie et pharmacie est, comme le rappelait Isabelle Chazot il y a un instant, très ancien. Vous voyez ici le papyrus Hébert. En fait, on n'en voit qu'une partie parce qu'il fait 20 mètres de long, le papyrus Hébert. Et il date de 16 siècles avant Jésus-Christ. Et sur ce papyrus, il y a les formules de 300 médicaments, notamment la formule d'un parfum dont je vous avais parlé l'année dernière, le Kifi. Le Kifi, dont le premier usage était un usage sacré. Il était offert par les prêtres aux dieux pour obtenir leur bienveillance, mais il avait aussi une fonction prophylactique et thérapeutique. Lorsqu'on le respirait, il le détendait et réjouissait comme le fait le vin, mais sans les effets de l'alcool. Donc il avait un effet sur le comportement et l'humeur. Et lorsqu'on le diluait dans une boisson, il soignait les maladies pulmonaires, intestinales et hépatiques. Alors, la pharmacie parfumerie égyptienne a joué un très grand rôle sur la parfumerie pharmacie grecque et romaine, qui ont hérité de toutes ces formules. Pour les médecins grecs, vous voyez ici Néron, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Pour les médecins grecs, la maladie
naît de la corruption, de la putréfaction de l'air, des matières végétales, des matières en décomposition qui répandent des odeurs fétides. Et ils pensent, ces médecins, que lorsque ces odeurs de putridité pénètrent en nous par les narines, la bouche et les pores de la peau, ces odeurs engendrent des maladies et des épidémies. A contrario, les bonnes senteurs sont créditées de puissantes vertus prophylactiques et curatives. Alors, les parfums vont être essentiellement réalisés avec des substances aromatiques, des résines, des écorces, des fleurs, mais ils peuvent comporter également des matières animales, minérales, plus inattendues. C'est le cas de la thériaque. Alors la thériaque, c'est une composition dont la carrière véritablement débute 2 siècles avant Jésus-Christ. C'est une composition qui avait été faite pour le roi du Pont Mithridate. Ça s'appelait à cette époque-là le Mithridatéon. Mais la thériaque va être en fait repensée par Andromaque, le médecin de Néron. Il va reprendre cette formule du Mithridatéon et il va y ajouter de la chair de vipère. Dans cette formule qui comportait entre 70 et 80 ingrédients, je n'ai pas le temps ici parce que ça prendrait beaucoup trop de temps de vous donner tous les ingrédients, mais il y avait non seulement de la chair de vipère, mais de l'opium de Smyrne, du gingembre, de l'iris de Florence, de la valériane, de l'accord aromatique, de la rhubarbe, de la marube, du calaman, enfin des roses rouges, du safran, du poivre, du fenouil, de l'anis, de la carotte, du petit cardamome, du sucre de réglisse, du cachou, du galbanum, de l'opoponax, du benjoin, du castoreum, de la terre sigillée, du sulfate de fer sec, du bitume de Judée. On notera que, enfin il y avait encore d'autres ingrédients, mais je ne peux pas tous les réciter. On notera qu'outre de très nombreuses matières végétales, la formule comporte 2 matières animales, la vipère et le castoreum. Je vous dirai un petit peu plus tard ce qu'est le castoreum. Un sulfate ferreux, un hydrocarbure, le bitume de Judée, et de la terre sigillée. La terre sigillée, ce sont des très fines particules d'argile. Alors, tous ces ingrédients sont broyés, tamisés, longuement triturés. Vous voyez ici la préparation de la thériaque. C'est une gravure qui se trouve sur un éventail vénitien du XVIe siècle. Et donc, ensuite, le mélange est enfermé dans des vases scellés pour macération et fermentation. Alors, l'empereur Néron consommait de la thériaque tous les jours. L'empereur Marc Aurèle en consommait aussi tous les jours, et tous les deux étaient devenus évidemment dépendants à cette préparation qui contenait de l'opium. Cette thériaque a eu une carrière extraordinaire parce qu'elle est née, comme je vous le disais, en fait, 2 siècles avant Jésus-Christ, et elle va figurer au recueil des médicaments reconnus par la faculté de médecine jusqu'en 1884. Donc c'est une préparation qui a eu une très longue carrière, sa confection donnait lieu à des cérémonies publiques. Vous voyez ici les préparateurs en train de triturer tous les ingrédients dont je vous ai parlé dans leur mortier. Sur les étagères, vous voyez des pots marqués d'un serpent. C'était les pots qui contenaient les vipères. Et donc cette préparation va avoir une carrière tout à fait exceptionnelle.
Alors, au départ, elle a été en fait réservée aux empereurs et aux rois parce que c'était une préparation très coûteuse. Elle a été adoptée sans grand changement en Orient et en Occident et elle va être en vogue, comme je vous le disais, jusqu'à la fin du 19e siècle. Et donc, cette préparation contient déjà des produits animaux. Les pommes de senteur. Voici un pot à Thériac du XVIIIe. Les pommes de senteur médiévales sont un autre exemple caractéristique de la combinaison des substances aromatiques végétales et animales dans les parfums thérapeutiques. Alors, d'origine orientale, ces pommes de senteur sont des réceptacles ajourés en or, en argent, couvertes de perles, de pierres précieuses. Évidemment, ces pommes de senteur étaient réservées aux puissants. Hein. Pour les gens plus modestes, les pommes de senteur n'avaient pas ce contenant aussi luxueux. Et elles contenaient, ces pommes de senteur, des parfums solides, notamment du musc, de l'ambre, du castoreum, de la civette. On les portait aux narines quand on sortait dans la rue pour se protéger des miasmes. Les miasmes, c'était les mauvaises odeurs. Vous voyez ici une pomme de senteur sphérique et ici l'évolution de la pomme de senteur en pommandeur à la Renaissance, différents quartiers qui comportent chacun un parfum solide. La formule que donne la faculté de médecine de Paris en 1348 pour se protéger de la peste comporte 29 ingrédients aromatiques et on y trouve notamment le musc et l'ambre. Alors, la formule du Collège de la faculté de médecine comprend en outre du storax, de la gomme arabique, de la myrrhe, de l'encens, de l'aloès, des roses rouges, du santal, de la noix muscade, du clou de girofle, du massis, de la noix de benne, du carabée, de la marjolaine, de la menthe, de la sarriette. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup d'ingrédients, je ne vais pas tous vous les donner. Tous ces ingrédients sont pulvérisés, tamisés, broyés avec de l'eau de façon à former une pâte. Alors le musc intervient dans les pommes de senteur et le musc, pour ceux qui... je vais faire un petit rappel pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Le musc provient d'un cervidé, le chevreautin porte-musc, qui vit sur les hauts plateaux boisés de l'Himalaya, de l'Afghanistan, du Tibet. Et il a ce musc entre le nombril et les organes sexuels, il a sous la peau une poche, vous voyez une poche ici, une poche de musc, une poche qui contient une sécrétion et qui lui sert à marquer son territoire et à attirer les femelles. Vous voyez ici des glandes séchées de musc dépourvues de leur peau. Alors le musc a fait la gloire de la parfumerie française. Hein. L'heure bleue de Guerlain en contenait beaucoup. Aujourd'hui, il est interdit d'importer du musc depuis 1973 parce que le chevreautin porte-musc était menacé d'extinction. Mais c'était un produit qui a eu vraiment une très longue carrière aussi. Hein. Autre produit animal qui a eu une très longue carrière, l'ambre. Alors l'ambre, je le rappelle pour ceux qui l'ont oublié, l'ambre provient d'une sécrétion. Lorsque le cachalot absorbe des calamars géants, le bec de ces calamars peut entailler les parois intestinales du cachalot. La nature étant bien faite, une sécrétion apparaît dans les intestins pour permettre la cicatrisation. Et cette sécrétion est expulsée naturellement par le cachalot
On la retrouve flottant sur la mer ou sur les plages de l'océan Indien, par exemple. Mais pour que l'ambre soit utilisable en parfumerie-pharmacie, il faut qu'il ait été ballotté par la mer, par les vagues, brûlé par le soleil une centaine d'années. D'où le prix très important aussi de l'ambre. Le musc, l'ambre, c'était des produits dont les prix étaient extrêmement élevés. Alors l'ambre n'est plus non plus utilisé dans les parfums, et là on n'a pas besoin de tuer l'animal, mais depuis 1990, les parfumeurs n'utilisent plus l'ambre pour ne pas avoir de problème avec les écologistes. Voici un bloc d'ambre. Le castoreum, autre produit animal, vient de 2 glandes internes du castor qui sécrètent une substance cireuse, huileuse, qui donne une note aromatique cuirée, chaude et douce. La civette est un produit animal très important qui n'est plus non plus utilisé. C'est une sécrétion du chat-civette, un petit mammifère qui a une queue de renard et qui vit en Éthiopie. Et il faut cureter l'animal pour obtenir une pâte molle, beige, à l'odeur fécale très intense. Alors tous ces produits animaux donnaient beaucoup de sillage et de volume au parfum et aujourd'hui sont remplacés par de la synthèse. Alors, évidemment, tous ces produits animaux remplissaient les pommes de senteur et on utilisait les pommes de senteur pour se protéger des miasmes et aussi c'était un attribut d'élégance. Évidemment, avoir une pomme de senteur, ça marquait le statut social. Hein. Donc il y avait ces 2 fonctions, l'élégance, la bonne odeur, mais aussi la protection contre les maladies et les épidémies. À la Renaissance, la civette va connaître une utilisation nouvelle avec les gants de peau parfumés. Vous voyez ici Catherine de Médicis qui porte des gants parfumés. C'est elle, d'ailleurs, qui a introduit les gants parfumés en France lorsqu'elle est venue pour épouser le futur Henri II. Alors, la civette entre de façon privilégiée dans les gants parfumés parce qu'elle a une odeur très forte qui, paraît-il, permettait de cacher des poisons. Et le parfumeur de Catherine de Médicis, René le Florentin, a même été accusé d'avoir fabriqué des gants parfumés à la civette et a été emprisonné. Dans l'affaire des poisons également, Madame de Montespan avait été accusée d'avoir acheté des gants parfumés empoisonnés pour essayer d'empoisonner quelqu'un de l'entourage de Louis XIV. Vous voyez ici des gants parfumés, XVIe siècle. Ça, ce sont des gants parfumés qui ont appartenu à Catherine de Médicis. Ça, ce sont des gants de peau de satin brodés parfumés, début XVIIe. Je vous dirai tout à l'heure, quand vous sentirez une odeur une reconstitution à visée historique de gants parfumés, je vous expliquerai comment ils étaient préparés. Pour lutter contre les pestes qui font des ravages dans ces temps-là, les préparations aromatiques font souvent appel à des substances considérées comme magiques, comme ayant des pouvoirs magiques. Les pierres précieuses, les perles, l'ivoire, les topazes, les grenats, les rubis, les diamants. Et pour augmenter encore les pouvoirs des parfums, à la Renaissance, on fait appel
à ce qu'on appelle la corne de licorne. La licorne, c'est un animal mythique, mais on fait appel à cette corne de licorne, qui est en réalité la dent d'un cétacé qui vit dans les eaux arctiques, le narval. Une dent de narval qui était coupée en morceaux et qu'on ajoutait aux préparations aromatiques. Le grand chirurgien Ambroise Paré va condamner l'utilisation des perles, des pierres précieuses, de la corne de licorne, parce qu'il considère que ces produits n'ont pas d'odeur et qu'elles n'ont donc pas d'efficacité. Mais au siècle suivant, ces produits continueront d'être mis dans les compositions aromatiques à usage parfumistique ou médical. Jean Fargeon, par exemple, l'apothicaire et parfumeur Jean Fargeon. Vous voyez ici sur le frontispice de son catalogue qu'il se nomme apothicaire et parfumeur de la grande mademoiselle, la cousine de Louis XIV. Donc, la cousine de Louis XIV était cliente de cet apothicaire parfumeur. Vous voyez, le lien entre parfumerie et pharmacie est très très serré, puisque sur le frontispice de son catalogue, il indique ces deux titres. Et Jean Fargeon, justement, dans son catalogue, propose une préparation qui s'appelle la kermesse. C'est un baume aromatique composé d'ambre gris, de musc, de perles, de lapis lazuli. Lorsqu'on dilue dans du vin cet akermès et qu'on le boit, il réjouit le cœur et le cerveau, préservant ceux qui en usent des effets de la mélancolie. Et lorsqu'on le met en cataplasme sur le cœur, il remédie à l'arythmie et aux problèmes cardiaques. Alors cette association des pierres précieuses et des ingrédients aromatiques dessine en fait les contours d'une représentation métaphorique du parfum idéal. Et la présence aujourd'hui de joailliers parfumeurs comme Cartier, Bulgari, Van Cleef & Arpels trahit la survivance de cette vision. Et il est significatif que Bulgari a demandé à une parfumeuse de lui composer 6 parfums à partir de 6 pierres précieuses. Cette parfumeuse, c'est... son nom m'échappe. Elle travaille chez Givaudan. Je le retrouverai tout à l'heure. C'est l'épouse du président de Givaudan, Danielle Andrier, voilà. Alors, il y a des produits qui sont moins sympathiques dans les parfums que les perles et pierres précieuses. Je vais vous parler justement de produits qui sont introduits au XVIIe siècle parce que la peste sévit toujours et on ne sait plus comment la combattre. Donc, on a mis des perles, des pierres précieuses, de la licorne. On ne sait plus comment combattre la peste. Et les parfumeurs introduisent dans leurs parfums des produits qui ont des odeurs violentes, voire même toxiques, comme la poix, le soufre, la poudre à canon, l'arsenic. C'est introduit dans les poudres fumigatives. Et vous voyez ici ces 2 hommes qui sont appelés des parfumeurs de peste et qui vont faire brûler dans cette petite cassolette des poudres fumigatives qui contiennent ces produits toxiques. Et ils désinfectent les bâtiments qui ont été contaminés par la peste avec des poudres fumigatives qui contiennent une forte dose de ces produits toxiques. Les adultes en bonne santé sont passés aussi sous des draps en forme de cloche. On leur passe cette fumée odorante pour les désinfecter. Les
les enfants et les personnes fragiles, on ne met pas de poudre fumigative violente. Mais ces poudres fumigatives entraînaient en effet quand même des décès. Hein. Les gens s'asphyxiaient lors de ces traitements. La parfumerie pharmacie du XVIIe et du XVIIIe siècle utilise beaucoup les graisses animales. Graisse d'ours, vous en voyez ici, du parfumeur Isnard, Neveu. Alors, graisse d'ours, de loup, de cerf, de chevreau, de pourceau, de pigeon, de chapon, de renard. Ils utilisent aussi des vers de terre, des limaçons, des fourmis, des scorpions, des cloportes. Il y a beaucoup de recettes de parfums thérapeutiques qui comportent des cloportes au XVIIe. Le chien entre dans de nombreuses préparations aromatiques qui vous sembleraient bien barbares. Pour effacer les taches du visage, Nicolas de Blegny recommande de distiller une douzaine de petits chiens avec du sang de veau et des plantes aromatiques. Et contre les rhumatismes, il propose dans ses secrets concernant la beauté et la santé une huile de chien roux obtenue par ébullition avec des scorpions, des vers de terre, des herbes odorantes et du safran. Pour soigner la sciatique et la paralysie, Antoine Baumet donne en 1762 dans ses éléments de pharmacie la recette suivante. Elle n'est pas très ragoûtante, mais couper en morceaux des petits chiens qui viennent de naître, les faire cuire dans l'huile et le vin blanc. Il est recommandé de remuer le mélange avec une spatule de bois afin que les petits chiens ne s'attachent pas au fond. L'huile obtenue après expression est versée chaude sur des plantes aromatiques, origan, serpolet, millepertuis, marjolaine. Ce ne sont pas des recettes que l'on fera aujourd'hui. Alors, vous voyez ici le médecin de la mère de François Ier, Cornelius Agrippa, qui faisait appel, lui, au sang animal pour préparer des parfums aphrodisiaques. Ce ne sont pas des parfums médicinaux, là, mais j'en parle parce qu'il utilise le sang de chat, de pigeon, d'hirondelle et de chauve-souris pour mélanger à l'ambre et au rose rouge pour préparer des parfums aphrodisiaques et aussi réveiller la libido des individus. Le sang animal est très utilisé au XVIIe et XVIIIe et dans son Histoire générale des drogues, publiée en 1694, Nicolas Lemery propose une composition aromatique à base de plantes et de sang de bouc pour éliminer les calculs rénaux. Le sang humain est encore plus recherché. Et dans sa pharmacopée universelle, Nicolas Emery donne une recette d'emplâtre de sang humain pour soigner les ulcères, les contusions, les tumeurs. Alors c'est une mixture de sang humain séché au soleil et mélangée au persicaire, une plante herbacée à tige noueuse, à l'huile de millepertuis et à la térébenthine. J'ai gardé pour la fin de ce parcours, à travers les produits insolites qui jalonnent l'histoire de la parfumerie pharmacie, une composition particulièrement étonnante dont l'usage s'est étendu du Moyen Âge à la fin du XVIIIe. Et cette préparation, dont vous pourrez trouver un pot à la faculté de pharmacie, cette préparation s'appelle la momie. Alors, comme son nom l'indique, la momie est une préparation macabre fabriquée à l'origine à partir des momies égyptiennes qui étaient remplies de substances aromatiques, myrrhe, cannelle, et qui étaient enduites de substances odorantes,
les bandes de lin étaient imprégnées d'essence aromatique. Donc, c'est à partir des momies que cette médication appelée momie a commencé à exister dès le Moyen Âge. Et elle était réputée protégée de la peste. Alors, non seulement il fallait s'en enduire, mais on l'avalait. Alors, la demande était tellement importante que on ne trouvait plus de momies provenant des momies égyptiennes. Et on a commencé dès le XVIe siècle à fabriquer des momies à partir de condamnés à mort que l'on embaumait. Et cette médication donc a fait une grande carrière. Vous voyez ici le médecin suisse Paracels qui vivait à la Renaissance et qui a donné plusieurs recettes de momies, notamment une qui était faite à partir de chair humaine provenant d'un cadavre bien sain, si possible roux, parce que le sang des roux était réputé avoir de plus grands pouvoirs énergétiques, et qui était distillé avec du musc et de la thériaque. Il faudra attendre justement la fin du XVIIIe siècle pour que cette médication s'arrête, mais elle a duré très longtemps parce qu'elle a eu du mal à s'effacer d'un univers profondément marqué par l'interpénétration de la chair et du balsamique. Vous voyez un pot à momie du XVIIIe siècle. Dans les anciennes pharmacies, comme celle de Besançon, on voit encore des pots à momie. Mais il y en a un ici, je pense. Je pense qu'il est toujours là. Aujourd'hui, après une longue éclipse, les parfums qui protègent et qui soignent font leur retour dans les hôpitaux. Les huiles essentielles trouvent des applications, notamment dans les services de dermatologie, de gériatrie, de soins palliatifs. On se sert des parfums, comme vous le savez, pour essayer de freiner l'évolution de la maladie d'Alzheimer, pour permettre aussi aux gens qui ont été dans le coma de retrouver leur vocabulaire. Parce que l'odorat ayant des liens très étroits avec les zones du cerveau impliquées dans la mémoire et les émotions, les odeurs ont des effets sur les humeurs, les comportements et permettent aussi le retour des souvenirs. Vous voyez ici le logo de cette association Parfums des Anges. Alors, Parfums des Anges est une association qui travaille avec l'École supérieure du parfum et qui élabore pour les enfants atteints de cancer incurable un parfum sur mesure pour leur permettre de mieux affronter la maladie. Vous voyez ici une petite fille qui a un sourire réjoui en sentant le parfum qui a été élaboré pour elle. Alors, le fait que l'École supérieure du parfum Paris-Grasse propose aux médecins une formation de thérapie olfactive est significatif de cette évolution du retour du parfum, des parfums thérapeutiques. Tout ça montre bien que le parfum est en train de retrouver sa fonction millénaire, sa fonction thérapeutique millénaire dans nos sociétés. Je vous remercie de votre attention.